Le médecin a dit, il n'y a plus d'espoir. Mais le garçon a répondu, laissez-moi essayer. La voiture de luxe s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôpital de l'Université Columbia, où Clara, la fille unique de Monsieur Léonard, était soignée. La jeune fille de 14 ans, autrefois un petit ange joyeux, gisait maintenant immobile, un corps frêle aux yeux creux qui semblait avoir quitté ce monde. Monsieur Léonard, dit la voix douce du neurologue en chef. Je crains que nous soyons à court d'options. Léonard serra les poings. Que voulez-vous dire ? L'état de Clara a atteint son stade final. Aucune des interventions n'a été efficace. C'est une forme rare et agressive de la maladie du motoneurone. Dévastatrice et incurable. Je peux payer tout ce qu'il faut. Le double, le triple du financement de l'hôpital. Sauvez juste ma fille, cria-t-il d'une voix rauque, comme un homme qui se noie et s'accroche à une paille. Le médecin baissa la tête, les yeux remplis de sympathie, mais détachés. Je suis vraiment désolé, monsieur. La voiture quitta l'hôpital en fin d'après-midi alors que le ciel de New York virait au gris foncé. La neige se mit à tomber doucement. Les phares projetaient des faisceaux chatoyants sur les minuscules cristaux de glace, tels des éclats de verre. Les rues bourdonnaient de passants, mais pour Léonard, tout mouvement se fondait dans l'insignifiance. « Arrêtez-vous à Times Square », dit-il doucement au chauffeur. Andrew, son assistant personnel depuis 12 ans, se retourna, surpris. « Monsieur, il gèle dehors. J'ai besoin d'air. » La voiture s'immobilisa au bord de la place emblématique où les gens se rassemblent habituellement pour le compte à rebours du Nouvel An. Maintenant, seuls des pas silencieux et le vent hurlant passaient à travers les fenêtres vides. Léonard ouvrit la portière et sortit. Le vent lui gifla immédiatement le visage comme une lame. Il resserra son manteau, fit quelques pas, puis s'arrêta au coin d'une rue où un jeune garçon noir vendait des mouchoirs. Le garçon semblait avoir environ 12 ans, le visage hâlé par le soleil et des yeux bien plus profonds que ceux d'un enfant normal. Il ne criait pas pour vendre, ne tendait pas la main pour de l'argent, se tenait juste là, tranquillement, regardant directement Léonard. Un regard qui transperça le cœur de Léonard comme si quelqu'un avait touché la partie la plus profonde de sa douleur. « Comment t'appelles-tu » demanda Léonard de sa voix. « Ibrahim » répondit doucement le garçon, à peine plus fort qu'un murmure. Léonard sortit son portefeuille, prêt à lui donner quelques billets. Ibrahim secoua la tête, puis dit doucement, « Je sais comment guérir votre fille. » Léonard se figea. Un long silence s'étira comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis il rit, un rire amer et rauque, plein d'ironie et de colère. « Pour qui te prends-tu ? Un enfant prophète ou juste un arnaqueur des rues ?» Ibrahim ne répondit pas, son regard inébranlable. « Vous n'êtes pas quelqu'un qui croit au miracle, dit doucement le garçon. Mais votre fille a besoin de quelqu'un qui a survécu à cette maladie. Tais-toi. » La voix de Léonard était glaciale. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Tu penses pouvoir exploiter ma douleur pour de l'argent ? Va-t'en d'ici avant que j'appelle la police. » Andrew s'avança rapidement pour protéger Léonard. « Qu'est-ce que ce gamin vient de dire ? » Des bêtises, répondit Léonard, tremblant de rage. « Découvrez qui il est. Je veux tous les détails. » Andrew hocha la tête. « Je vais faire enquêter des gens immédiatement. » Léonard retourna à la voiture, le cœur enragé comme une tempête. Les mots du garçon, « Je sais comment guérir votre fille », se répétaient dans sa tête comme une mélodie envoûtante. Cette nuit-là, dans son luxueux bureau au lambris de noyer, il se tenait devant le grand portrait de Clara accroché au-dessus de la cheminée. Sur la photo, elle souriait vivement à côté d'un chien d'Alaska blanc. Ses yeux pétillaient de vie. Maintenant, ses yeux étaient ternes, sans vie, sans émotion. « Mon enfant » murmura-t-il. « S'il y a ne serait-ce qu'une chance sur 1 million, même venant d'un inconnu, j'essaierai. »« Vous avez dit quelque chose, monsieur ?» Andrew entra avec une pile de dossiers. « Qu'est-ce que c'est ?» Un dossier préliminaire sur Ibrahim. Léonard s'assit sur le fauteuil en cuir, prit le dossier et en feuilleta les pages. 12 ans. Né à Accra, au Ghana. Nom de la mère, Ama
vit actuellement dans un refuge du Bronx. Andrew Lu. Est-il scolarisé? Fréquentait l'école primaire Lincoln. A été renvoyé il y a 3 ans pour promotion de superstitions et de méthodes de guérison non approuvées. Andrew lui jeta un coup d'œil. Il est également noté, précédemment diagnostiqué avec une forme légère de la maladie du motoneurone, guérissant traitement médical formel. Léonard leva les yeux écarquillés. Guérissant médicament? Oui. Sa mère, Ama, était étudiante en soins infirmiers au Ghana. Elle a dit avoir utilisé la kinésithérapie, le massage, la musique et les soins émotionnels pour l'aider à guérir. Léonard jeta le dossier sur le bureau. Conte de faits délirants que les pauvres inventent pour garder espoir. J'ai besoin de médecins, pas d'un guérisseur folklorique sans nom du Ghana. Andrew resta silencieux. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'était pas entièrement d'accord. Dehors, la neige continuait de tomber. Sur un banc de parc dans le Bronx, Ibrahim était assis, recroquevillé dans un manteau chaud. Il leva les yeux vers le ciel d'un noir d'encre, puis ferma doucement les yeux. « Clara, tu ne peux pas mourir parce que j'ai été là. » Et je suis revenu. Le lendemain matin, dans le vaste manoir de Léonard, la lumière du soleil d'hiver filtrait à travers les hautes fenêtres en verre, mais ne parvenait pas à chasser l'atmosphère glaciale. La salle à manger de 10 mètres de long ne contenait qu'un seul homme assis en silence au bout de la table. La tasse de café devant lui avait refroidi. Aucune vapeur ne s'en élevait plus. La gouvernante, Carmen, une Américaine d'âge moyen d'origine valencienne, parla doucement. « Monsieur Léonard, vous ne mangez rien ? » « Pas faim. »« Des nouvelles de l'hôpital, monsieur ?» Il ne répondit pas. Carmen déglutit, sachant qu'en se taire. Elle travaillait pour la famille Valra depuis près de 20 ans. Elle avait vu Clara grandir depuis les couches, avait entendu son rire résonner dans le jardin. Elle avait également essuyé les larmes de Léonard lors des premières nuits de Clara à l'hôpital. Le téléphone sonna. Léonard le décrocha. La voix d'Andrew parvint, égale, à travers la ligne. « Monsieur, je suis dans le Bronx. Avez-vous rencontré la mère du garçon ? » « Oui. Son nom est Ama. Très poli. Nous avons parlé par l'intermédiaire d'un interprète de l'organisation de soutien aux immigrants. » « Qu'a-t-elle dit ? » Elle insiste sur le fait qu'elle a guéri Ibrahim avec sa propre méthode. Pas de médicaments, juste des mouvements physiques, de la musique et un soutien émotionnel. Léonard ricana. Nous y revoilà. Voulez-vous que je l'invite à vous rencontrer ? Non. Ne faites pas de moi la risée des médecins. Je ne crois pas à ces absurdités d'instinct ghanéen. Ça peut tromper les incultes, mais pas moi. Oui, répondit lentement Andrew. Je comprends, mais il y a un autre détail. Quoi ? L'hôpital où Ibrahim a été soigné était celui de l'Université Columbia, et le médecin traitant était Arthur Sullivan. Un long silence tomba comme une attente. Léonard reposa lentement sa tasse de café. Arthur, en êtes-vous sûr ? Le dossier le confirme, mais le nom du patient était codé de manière anonyme. Nous ne l'avons découvert que grâce à un ancien dossier mal classé dans une archive secondaire. Ce n'est pas dans le système numérique. Envoyez-moi tout. Maintenant. Au même moment, à l'intérieur de l'hôpital de l'Université Columbia, le docteur Arthur Sullivan se tenait dans une salle de conférence avec le directeur de l'hôpital et plusieurs collègues. Je viens de recevoir des nouvelles, dit Arthur en tenant un rapport. Le financement de la Fondation Valra se poursuivra pendant les 6 prochains mois. Nous devons préparer une présentation détaillant nos progrès dans la recherche sur la maladie du motoneurone. Une jeune infirmière nommée Rachel leva la main. Docteur, j'ai une question. L'année dernière, en nettoyant de vieux dossiers, je suis tombée sur un cas qui a guéri sans raison claire. Le nom du patient était expurgé, mais la signature du médecin traitant était la vôtre. Arthur se figea. Toute la salle de réunion devint silencieuse. Il eut un léger rire et fit un geste de la main pour écarter la question. Oh, juste une erreur mineure. Ce patient ne souffrait pas vraiment de la maladie du motoneurone. Le diagnostic initial était incorrect. Rien qui vaille la peine d'en discuter.
Rachel était sur le point de parler à nouveau, mais le chef des ressources humaines lui lança un regard subtil. Elle referma la bouche. Arthur serra légèrement la main, la sueur perlant à la nuque. Au fond de lui, il savait que si le dossier d'Ibrahim était révélé, toute sa réputation, son financement et sa crédibilité s'effondreraient comme un château de sable. À l'époque, il avait invité Ama à se joindre à lui en tant qu'assistante de recherche. Mais après seulement quelques jours, il l'avait renvoyée pour manque de connaissances médicales formelles. Des choses comme la foi, le massage et la musique traditionnelle ne sont pas une thérapie, lui avait-il crié un jour au visage. Et pourtant, le garçon, Ibrahim, avait guéri sans médicaments, sans médecin. Et c'était quelque chose qu'Arthur ne pourrait jamais accepter. Le Bronx, le quartier pauvre du sud de New York. Des ruelles pleines d'ordures et de murs couverts de graffitis entouraient des abris de fortune construits en tôle et en contreplaqué. Ibrahim était accroupi sur le pas de la porte, nettoyant soigneusement des paquets de mouchoirs usagés pour les revendre. Sa mère, Alma, cuisinait une soupe de lentilles dans une vieille marmite. « Maman, je l'ai revu aujourd'hui. » Le millionnaire. « Oui, mais il ne me croit toujours pas. » « Je lui ai tout dit, n'est-ce pas ?» Alma hocha la tête, ses yeux doux, teintés de chagrin. « Ils ne nous ont jamais compris, Ibrahim. Mais tu n'as pas besoin qu'ils te comprennent. Tu as juste besoin que Clara comprenne. J'ai peur. Et si je ne suis pas assez bon? Et si Clara ne guérit pas? » Alma s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Tu as vaincu ça une fois. Pas parce que j'étais infirmière, pas à cause des exercices, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Si Clara voit ça, tu l'auras déjà aidée. » Ils se turent. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient, annonçant une tempête imminente. Cette nuit-là, au domaine des Valra, Léonard était assis seul dans son bureau. Andrew frappa et entra. « Vous devez voir ça. » Dans sa main se trouvait un nouveau dossier. Léonard le prit et feuilleta rapidement des photographies de rapports datant de 5 ans. Des tampons officiels, la signature d'Arthur, des graphiques de récupération musculaire et l'image floue d'un jeune garçon noir. Pourtant, les yeux étaient sans équivoque. « C'est lui. »« Oui, monsieur. » Le patient était codé comme notre 18B, mais toutes les données correspondent. Arthur a caché ça pendant tout ce temps. Très probablement, et nous lui avons donné plus de 3 millions de dollars de financement rien que ces 2 dernières années. Léonard s'affala dans son fauteuil comme s'il avait été abattu. Ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, il ressentait à la fois de la fureur et de l'amertume. Pendant tout ce temps, il avait fait confiance à un homme en blouse blanche, alors qu'un garçon vendant des mouchoirs avait dit la vérité. « Andrew. »« Oui, monsieur. Je veux tout savoir sur cette femme nommée Ama. Pas en tant que mère, mais en tant que thérapeute. Je m'en occupe tout de suite. » Léonard regarda par la fenêtre. La neige tombait toujours. Mais cette fois, cela ne semblait pas entièrement dénué de sens. Quelque chose commençait à changer. Une semaine plus tard, la pluie tombait à verse sur New York. Une tempête hivernale glaciale martelait les toits, jetant une ombre sur toute la ville. Dans son bureau spacieux au 3e étage du bâtiment de la Fondation Valra, Léonard était assis en silence, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur. Il montrait une vidéo de caméra de sécurité récupérée de l'hôpital de l'Université Columbia du jour de l'admission d'Ibrahim. Andrew se tenait derrière lui, parlant à voix basse. Ce segment était crypté, mais mon équipe technique l'a restauré. Voyez-vous la femme qui marche à côté du garçon? Léonard zooma. Une femme dans un manteau usé soutenant un enfant qui convulsait dans ses bras. Elle n'était pas paniquée. Ses yeux étaient concentrés, ses lèvres bougeaient comme si elle chantait quelque chose. Ses mains bougeaient en rythme, non seulement en tenant le garçon, mais comme si elle guidait la douleur hors de son corps. « C'est Ama, » dit doucement Léonard. « Oui. Et le garçon est Ibrahim. Il venait d'avoir 8 ans. » Le dossier médical note une crise qui a duré 45 minutes. Mais 3 jours plus tard, il était capable de se tenir debout tout seul. Léonard était stupéfait. D'un côté, un enfant noir rejeté par la médecine traditionnelle. De l'autre,
sa fille gisant immobile dans un lit d'hôpital. « Avons-nous manqué une chance » murmura-t-il. Andrew posa une main sur son épaule, hésitant. « Peut-être, mais il n'est pas trop tard. » Cette nuit-là, au domaine des Valra, des vents violents hurlaient. Clara était allongée dans son lit, le visage pâle, les lèvres gercées. La machine respiratoire bourdonnait régulièrement, mais ses signes vitaux s'affaiblissaient. Le docteur Arthur entra avec une infirmière. « Son état s'est considérablement détérioré », dit-il en regardant le moniteur cardiaque. « Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. » Léonard se tenait près du lit, serrant fermement la main de sa fille. « Vous aviez dit que vous la sauveriez, » dit-il, la voix basse mais pleine de rage. « J'ai fait tout ce que je pouvais, » répondit Arthur en haussant un sourcil. « Vous savez que cette maladie est irréversible. » Léonard se détourna, ne disant rien de plus. Arthur jeta un coup d'œil à l'infirmière puis quitta la pièce. Le vent dehors secouait violemment les fenêtres. Une nuit sombre s'installait non seulement dans le ciel, mais dans son cœur. Pendant ce temps, dans le Bronx, Ibrahim était assis à un bureau de fortune, feuilletant un carnet usé rempli de croquis et de notes que sa mère avait écrits. « Qu'est-ce que tu comptes faire » demanda Alma en posant un bol de soupe chaude. « Je vais au domaine des Valra. Il pleut à verse. Ils ne te laisseront pas entrer. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste aider. Je sais ce que c'est que d'être allongé là, incapable de bouger, sans que personne ne croie que tu es encore en vie. » Alma resta silencieuse. Après un moment, elle dit, « Prends l'écharpe que je t'ai tricotée. Il fait froid. Et souviens-toi, s'il te repousse, reste gentil. » Ibrahim hocha la tête, une étincelle de détermination dans les yeux. Il enfila son vieux manteau, enroula l'écharpe autour de son cou et sortit sous la pluie incessante. La grille en fer forgé du domaine des Valra mesurait près de 3 mètres de haut, flanquée de 2 gardes. Quand Ibrahim arriva, trempé de la tête aux pieds, ils furent surpris. « Et, où vas-tu, gamin ? » ?»« Je veux voir monsieur Léonard Valra. Il ne reçoit pas d'étrangers. Je suis Ibrahim. Je lui ai parlé de Clara. » Les deux hommes échangèrent un regard et l'un d'eux rit. « Eh bien, regardez qui est de retour, le gamin au mouchoir. Rentre chez toi, gamin. Il pleut à verse. » Ibrahim recula de quelques pas. Mais alors il leva la tête, son regard inébranlable. « Je ne demande pas d'argent. J'étais Clara. Je peux aider. » Les mots résonnèrent à travers la pluie, jusqu'au balcon où Léonard se tenait, regardant en bas. Il se figea. À cet instant, un souvenir de Clara, âgée de 8 ans, appelant de la fenêtre, « Papa, je veux aller sur la place et donner des écharpes à des inconnus » lui revint en mémoire. Léonard posa sa main sur la balustrade et appela, « Andrew, fais entrer le garçon. » Ibrahim entra dans le grand manoir, de l'eau dégoulinant de son manteau. Il ne frissonnait pas. Il regarda droit l'homme assis sur le canapé. « Je ne demande qu'une seule chance. 1 heure. » Léonard hocha la tête. « 1 heure. Si rien ne se passe, tu pars. »« D'accord. »« Oui. » Clara gisait immobile dans son lit, respirant doucement grâce au ventilateur. Ibrahim s'avança lentement, sans se presser. Il s'assit à côté d'elle, prit l'écharpe de son cou et la posa doucement sur sa main. « Tu me connais, n'est-ce pas » murmura-t-il. Il n'y eut aucune réponse. Mais les yeux de Clara, bien qu'immobiles, vacillèrent légèrement. Ibrahim continua. « Je suis le garçon qui pleurait beaucoup, qui entendait beaucoup, qui avait peur. Mais quelqu'un m'a un jour chanté une chanson. Quelqu'un a cru que j'étais encore là. » Il lui prit la main et commença à masser doucement chaque doigt. « Entends-tu la pluie ? C'est comme la nuit où j'ai eu le plus peur, mais j'ai survécu. » Léonard se tenait à côté d'eux, retenant son souffle. Andrew, à côté de lui, tenait son téléphone, non pas pour enregistrer des preuves, mais pour capturer un moment sacré. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Soudain, la main de Clara tressaillit légèrement. Ibrahim ne parla pas. Il sourit simplement. Clara cligna des yeux pour la première fois depuis des semaines. Léonard se précipita en avant, les yeux écarquillés. « Clara,
Tu m'entends? Ses lèvres bougèrent faiblement. Un long soupir s'échappa d'elle. P.A. P.A. Le mot n'était pas complet, mais il suffisait à le faire s'effondrer à genoux, agrippant sa main, les larmes se mêlant à la pluie qui tombait encore dehors. En bas, Carmen se tenait près de la fenêtre, observant en silence. Elle se tourna vers Andrew, qui venait de descendre. Un miracle s'est vraiment produit. Peut-être que parfois, les choses que la science ne peut expliquer viennent de la croyance. Ce garçon, murmura-t-elle. Il n'est pas ordinaire. Non, mais il est l'espoir. Depuis la première réaction de Clara, l'atmosphère au domaine des Valra changea complètement. Les gens ne marchaient plus sur des œufs à l'ombre de la mort. Au lieu de cela, il y avait un espoir fragile et naissant. Même Carmen, qui avait l'habitude d'essuyer le visage de Clara chaque matin comme si elle nettoyait une statue sans vie, sentait maintenant quelque chose de différent lorsque ses doigts effleuraient la joue de la jeune fille. Quelque chose de plus chaud qu'auparavant. Léonard quittait à peine la chambre de sa fille. Il observait chaque petit mouvement, prenait des notes dans un journal et, surtout, il n'interférait pas avec Ibrahim. Au contraire, il proposa « As-tu besoin d'autre chose ? Des outils, de la musique, n'importe quoi. » Ibrahim secoua simplement la tête. « J'ai besoin de ma mère parce que tout ce que je sais, je l'ai appris d'elle. » Andrew reçut l'ordre immédiatement. Quelques heures plus tard, une élégante voiture noire s'arrêta devant les bidonvilles du Bronx. Amma en sortit, toujours la même femme simple avec son foulard au ton de terre et un sac en tissu usé contenant quelques articles de base. Madame Alma. Andrew hocha légèrement la tête. Oui, je suis Amma Newton. Monsieur Valra vous invite au domaine pour prendre soin de mademoiselle Clara. Bien sûr, avec une compensation et un logement complet. Amma secoua doucement la tête. Je ne le fais pas pour l'argent, mais pour Clara, j'irai. À l'hôpital de l'Université Columbia, le docteur Arthur commençait à sentir le malaise s'installer. Quelques infirmières chuchotaient dans son dos. Certains dossiers médicaux qu'il pensait disparus depuis longtemps avaient commencé à refaire surface lors de réunions internes. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était le message de Léonard. « Je veux vous rencontrer en privé au sujet de l'affaire d'il y a des années. » Arthur serra la mâchoire, assis en silence dans son bureau. Il ne pouvait pas laisser tout s'effondrer à cause d'un pauvre gamin noir et d'une femme ghanéenne sans licence. Pas question. De retour au domaine, Amma gagna rapidement la confiance du personnel de maison, même s'il la regardait initialement avec suspicion. Carmen, en particulier, était l'opposante la plus virulente. « Monsieur Léonard, dit-elle en le prenant à part dans le couloir. Allez-vous vraiment laisser une étrangère, et une sans diplôme, s'occuper directement de mademoiselle Clara ? Carmen, vous vous êtes occupée de Clara depuis sa naissance. Je comprends vos inquiétudes, mais sans cette femme, ma fille n'aurait aucune chance. Elle a accompli un miracle avec son propre fils. J'ai vu ce miracle commencer à se reproduire. » Carmen pinça les lèvres, puis baissa la tête. « Oui, monsieur. Si vous avez pris votre décision, je ne m'y opposerai pas, mais je surveillerai de près. » Dans les jours qui suivirent, Amma et Ibrahim travaillèrent en parfaite harmonie. Chaque matin, Amma posait sa main sur le front de Clara, fermait les yeux un instant, comme si elle sentait les derniers fils de vie restants. Elle disait à Ibrahim, « Regarde, le rythme cardiaque est plus régulier. Sa peau a plus de couleur. Aujourd'hui, nous utilisons la musique. » Elle sortit une petite radio ancienne et diffusa une douce mélodie ghanéenne avec des battements de tambour réguliers et une mélodie douce comme une vague. Ibrahim s'assit à côté de Clara, massant sa main en rythme. « Clara, te souviens-tu du son des moineaux ? Chaque matin à Times Square, tu avais l'habitude de les poursuivre. » Léonard se tenait dans l'embrasure de la porte, sans interférer. Il regardait simplement, les yeux fixés sur chaque réaction subtile. Cet après-midi-là, quelque chose se produisit qui laissa tout le monde stupéfait. Clara bougea clairement les yeux en réponse à une petite cloche qu'Ibrahim faisait sonner devant elle. Elle essaya même de suivre la lumière d'une lampe de poche passant sur son visage. « Papa !» Un faible souffle s'échappa des lèvres de Clara. Léonard se précipita en avant, tombant à genoux et lui saisissant la main. «
Tu m'as appelé Clara ? Elle ne dit rien de plus, mais le coin de ses lèvres se souleva légèrement pour la première fois en près de 6 mois. Carmen entra, tenant des serviettes fraîchement lavées. Elle se figea à cette vue. Son visage changea. Après un moment de silence, elle murmura. « Oh mon Dieu !» Cette nuit-là, Arthur se rendit personnellement au domaine des Valras. Il pleuvait de nouveau. Vêtu d'un manteau et d'un chapeau noir, il franchit rapidement la grille que les gardes lui ouvrirent. Andrew l'accueillit dans le hall d'entrée, les yeux froids. « Vous êtes plus en retard que prévu. »« J'étais en réunion du conseil d'administration, » dit sèchement Arthur. « Où est monsieur Léonard ? » ?»« Dans la chambre de sa fille. »« Mais vous n'irez pas là-bas. On a besoin de vous dans le bureau. » La porte se referma. Dans la pièce calme, Léonard était assis derrière le bureau, n'offrant pas de siège à Arthur. « J'ai tout lu, dit-il, la voix stable. Le rapport du KR 18B signé par vous, mais jamais soumis au comité d'éthique. » « Pourquoi ?» Arthur fronça les sourcils. « C'était une erreur. À l'époque, je n'étais pas sûr que le garçon avait réellement la maladie. » « Êtes-vous sûr que c'était une erreur ?» La voix de Léonard s'approfondit. « Parce que j'ai un autre rapport conservé par l'infirmière Rachel qui indique clairement que la crise correspond au modèle de la maladie aiguë du motoneurone, et, plus important encore, j'ai des images de l'hôpital. » Arthur se mit à transpirer. « Monsieur Léonard, je ne voulais pas. J'essayais juste de protéger l'intégrité scientifique. Leur méthode est une pseudothérapie sans fondement. Si vous croyez en eux, vous perdrez toute confiance en la médecine moderne. Je ne perds rien. Je ne perds ma fille que si je continue à vous écouter. » Un petit bip. Andrew enregistrait toute la conversation depuis un téléphone caché dans sa poche. Arthur réalisa. Il se leva d'un bond, furieux. « Vous m'avez piégé. C'est votre jeu. » Léonard soutint son regard, inébranlable. « Je voulais juste savoir qui a refusé à ma fille une chance de vivre. Et maintenant, je le sais. » Cette nuit-là, après le départ furieux d'Arthur, Amma se tenait dans le salon, les doigts parcourant un chapelet en bois. « Vous priez ?» demanda Carmen en s'approchant. « Je rends grâce, non pas à une divinité, mais à Clara pour avoir choisi de vivre. » Carmen regarda la femme qu'elle avait vue comme une étrangère, quelqu'un d'inférieur à elle quelques jours auparavant. Mais maintenant, avec ses yeux doux et sa voix douce comme la pluie, Amma irradiait quelque chose qu'aucun doctorat ne pourrait jamais apporter. L'humanité. « Je me suis trompée sur vous, » murmura Carmen. Amma sourit. Personne n'a tort d'avoir peur pour quelqu'un qu'il aime. La seule erreur est de refuser de changer. Le lendemain matin, New York restait grise. Il ne pleuvait pas, mais l'air était lourd d'humidité. Au domaine des Valras, tout le monde se réveilla plus tôt que d'habitude. Un nouveau jour, mais personne ne se sentait en paix. Dans la chambre de Clara, Ibrahim massait doucement les doigts de la jeune fille, fredonnant tranquillement une simple mélodie ghanéenne. À côté de lui, Amma ajustait un mini-haut-parleur, diffusant des enregistrements de vagues de l'océan et de cris de mouettes, persuadé qu'il pouvait stimuler les régions émotionnelles du cerveau de Clara. « Le rythme du tambour a fonctionné hier, » dit doucement Amma. « Aujourd'hui, nous essayons les sons naturels et le massage des doigts. » Ibrahim hocha la tête, les yeux brillants. Léonard se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, observant tout. Une semaine auparavant, il avait voulu chasser ce garçon, avait vu cette femme comme une fraudeuse. Mais maintenant, son cœur se sentait un peu plus léger chaque fois que Clara clignait des yeux ou tressaillait des doigts. Carmen entra avec un verre de jus d'orange et quelques biscuits mous. Elle les posa doucement sur la table de chevet et se tourna vers Ibrahim. « As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ? » ?»« Oui, madame. »« Merci. » Carmen regarda Clara un moment, puis se tourna vers Amma. Elle semble savoir qu'elle n'est plus seule. Amma sourit. Et c'est le premier pas en arrière. À l'hôpital de l'Université Columbia, le silence habituel de la salle de conférence fut rompu par une discussion animée. « Docteur Arthur, je vous le demande à nouveau. Pourquoi le patient 18B n'a-t-il pas été inclus dans le résumé final de la recherche cette année-là » demanda le docteur Ferguson,
président du conseil médical, en frappant la table de sa main. Arthur essaya de rester calme. C'était un mauvais diagnostic. J'ai choisi de ne pas l'inclure car il n'y avait pas de valeur scientifique claire et parce que le patient était un enfant noir des bidonvilles avec une mère immigrée sans licence. La voix de Ferguson était glaciale. La pièce devint silencieuse. Rachel, la jeune infirmière qui avait mentionné le cas, regarda Arthur droit dans les yeux. Elle brandit une copie du rapport de traitement. J'ai la documentation complète signée par vous. Il y est clairement indiqué. Le patient a guéri après 3 mois de soins à domicile par sa mère. Il comprend même des protocoles de thérapie et des réponses positives. Arthur déglutit difficilement. Monsieur Valra est maintenant au courant de cela, continua Ferguson. Et j'ai reçu une plainte formelle de son bureau. Vous faites l'objet d'une enquête interne. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Arthur se leva brusquement. Vous allez ruiner ma réputation pour un gamin des rues. Non, docteur, répondit sèchement Ferguson. Nous restaurons l'intégrité de la médecine. La nouvelle de la suspension d'Arthur se répandit comme une traînée de poudre. Plusieurs médias en ligne commencèrent à remettre en question la transparence de ses recherches passées. Un journal médical respecté publia même un article intitulé « Le miracle silencieux du garçon du Bronx ». Léonard était assis dans son bureau, lisant chaque mot, sentant comme si son monde avait été bouleversé. Pendant des années, il avait cru savoir comment choisir les bonnes personnes, à qui faire confiance. Mais maintenant, il réalisait qu'il avait dépensé des millions pour financer quelqu'un qui enterrait la vie pour protéger son ego. Andrew entra. Dois-je organiser une conférence de presse? Pas encore. Je ne veux pas que Clara devienne la pièce maîtresse des médias. Et le garçon et Madame Ama? Léonard leva les yeux. Je veux qu'il reste, mais je demanderai, je n'imposerai pas. Ce soir-là, alors que Clara dormait paisiblement, Léonard invita Ama et Ibrahim dans le jardin derrière la maison, l'endroit où Clara aimait lire chaque après-midi. Le personnel avait déjà installé une petite table à thé avec des lumières jaunes douces projetant une lueur chaude sur les visages des trois. Une douce brise passait, emportant le parfum du jasmin et le bruit de l'eau qui s'écoulait de la fontaine voisine. Léonard parla le premier. Je ne suis pas doué pour dire merci, mais aujourd'hui, je dois apprendre. Ibrahim inclina la tête. Je n'ai fait que ce que quelqu'un a fait pour moi un jour. Ama posa doucement sa main sur la table. Nous n'avons pas besoin de gratitude. Nous voulons juste que Clara vive. Léonard serra les lèvres et hocha la tête. Il lui fallut un certain temps pour continuer. Je sais que votre présence ici n'a pas été facile pour tout le monde. Certains dans la maison sont encore sceptiques, et à l'extérieur, dans la société, il y aura sans aucun doute des discussions. Si vous le souhaitez, je peux vous trouver un appartement près du centre de rééducation que je suis en train de construire. Alma le regarda, puis sourit doucement. Si vous croyez que je peux aider Clara, le meilleur endroit pour moi est près d'elle. Que ce soit dans ce manoir ou dans une tente dans le jardin, peu importe. Léonard fit une pause, puis laissa échapper le premier rire sincère qu'il avait eu depuis des mois. Très bien, je vais demander à Carmen de vous préparer une chambre à tous les deux. Ibrahim leva les yeux, ses yeux brillants. Pourrais-je avoir un petit tambour comme celui que ma mère jouait? Léonard posa une main sur l'épaule du garçon. Tu auras ton tambour et tout ce dont tu as besoin pour aider Clara à guérir. Le lendemain matin, alors qu'une douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre de Clara, les mouvements subtils continuaient. Elle souleva doucement son poignet, essayant de tourner la tête vers le chant des oiseaux qu'Andrew avait diffusé via le haut-parleur Bluetooth. Carmen se tenait à proximité, étonnée. Ses yeux, elle suit la lumière. Ibrahim s'avança, tenant un petit tambour, tapant un rythme régulier. Tu connais ce son, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai entendu, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, mais maintenant je le joue pour toi. Un faible soupir s'échappa. Clara ferma les yeux, puis les rouvrit. Cette fois, son regard n'était pas vide, mais réactif. Alma se tourna vers Léonard. Le voyez-vous? Ce n'est pas son corps, c'est son esprit qui réagit. Léonard ne dit rien, mais baissa la tête,
ses mains tremblantes se levant pour couvrir ses yeux. Non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que pour la première fois il pleurait, non pas de douleur, mais d'un sentiment d'espoir retrouvé. 4 jours plus tard, Clara montrait des signes clairs de progrès. Ses premiers mouvements n'étaient plus des réflexes involontaires, mais le début d'une prise de conscience, comme une lumière illuminant progressivement une pièce longtemps obscure. Ce sentiment transforma sa chambre, d'un lieu de désespoir en un lieu d'espoir fragile et de luminosité naissante. Ibrahim n'était plus seulement un garçon qui vendait autrefois des mouchoirs aux yeux de Léonard. Il était celui qui avait ouvert la porte de l'espoir, qui avait osé regarder la peur dans les yeux et dire que la guérison était possible simplement en croyant en ce que la science ne pouvait expliquer. Chaque matin, Amma, Ibrahim et Clara commençaient leur journée par une courte session. Les 3 étaient assis en cercle. Clara posa ses mains sur le petit tambour qu'Ibrahim avait apporté. Parfois, elle le tapotait sur un rythme simple, d'autres fois, elle fermait les yeux, respirant au rythme des pulsations du tambour. Alma guidait doucement Clara à travers des exercices de mobilité légers, doux mais déterminés, comme les premiers pas d'un long voyage. « Te souviens-tu du rythme » demanda Ibrahim en tapant à nouveau. Clara hocha lentement la tête. Ses lèvres bougèrent doucement. « Papa » C'était la 2e fois qu'elle prononçait son nom, mais cette fois, c'était plus clair. Léonard se tenait silencieusement à la porte, observant. Il ne pouvait toujours pas croire pleinement ce qu'il voyait, mais à l'intérieur de lui, un sentiment étrange grandissait, une étincelle de foi qu'il pensait avoir perdue depuis longtemps. Carmen se tenait à côté de lui, son expression toujours prudente. « Monsieur, je vois quelque chose de différent. » Léonard serra les lèvres, un léger sourire passant sur son visage. « Peut-être, Carmen. Mais n'oublions pas, nous devons encore être patients. » « Mais je l'ai vu. » Clara suit la lumière. Ses yeux sont vivants. Léonard ne répondit pas immédiatement. Il entra dans la pièce, plus près du lit de Clara. Ses pas résonnaient dans l'espace silencieux, mais toute l'attention se concentrait sur un point, l'espoir. Clara, appela-t-il doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose de nouveau s'agitait. Les yeux de Clara se tournèrent lentement vers lui comme si elle reconnaissait la présence de son père. « Papa, dit-elle, le son toujours faible, mais rempli de détermination. » Léonard ne put plus retenir ses émotions. Il s'assit à côté de son lit, lui tenant la main. « Tu as dit mon nom. » « Vraiment ?» Ses larmes ne cessaient de couler. Il s'était battu si longtemps à travers la douleur, à travers les mois à regarder sa vie attachée à des machines. Et maintenant, Clara revenait, non pas grâce à des interventions de haute technologie, mais grâce à sa propre résilience et aux personnes qui refusaient d'abandonner. « Merci, murmura-t-il. » Au même moment, dans le bureau de Léonard, l'enquête sur le docteur Arthur Sullivan s'intensifiait. Des rapports de fraude médicale et de dissimulation de données de patients commençaient à faire surface. Andrew tendit discrètement à Léonard un dossier épais. À l'intérieur se trouvaient des preuves irréfutables qu'Arthur avait caché de nombreux cas critiques pour protéger ses intérêts personnels. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme continuer à tout manipuler, dit Andrew, les yeux fixés sur Léonard. Léonard resta silencieux, serrant fermement le dossier. Il laissa échapper un profond soupir, puis le referma. Il est temps de dire la vérité au monde. Le lendemain, Léonard décida de tenir une conférence de presse. Toute la ville connaissait son nom, et cet événement attirait l'attention de tous. Dans la grande salle de presse du bâtiment de la Fondation Valra, journalistes et reporters s'étaient rassemblés, attendant une explication. Ils avaient beaucoup entendu parler de Clara, mais jamais l'histoire derrière sa guérison miraculeuse. Léonard se tenait devant le micro, son expression solennelle, bien que ses yeux contiennent quelque chose de différent, maintenant du bonheur, de la fierté. Il prit une profonde inspiration et commença. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux partager une histoire non seulement sur la croyance, mais sur la vérité. Ma fille Clara a un jour été immobile pendant des mois, piégée dans un cauchemar que j'ai partagé avec chaque médecin qui n'a pas réussi à l'aider. Mais à la fin, un garçon, Ibrahim, nous a montré une autre voie. Une voie non pas de la médecine, mais de la croyance, de la persévérance et de l'amour d'une mère. » La salle devint silencieuse.
Des yeux curieux, des murmures chuchotés se répandirent dans la foule. Léonard continua. Aujourd'hui, je veux parler de la contribution de Madame Amma, la mère d'Ibrahim. Une femme négligée par le système médical simplement parce qu'elle ne détient aucun diplôme formel, mais dont le cœur déborde de compassion. C'est elle, par des méthodes simples et patientes, qui a aidé son fils à guérir et qui aide maintenant Clara à revenir à la vie. Plusieurs reporters griffonnaient furieusement. D'autres visages semblaient choqués, voire incrédules. Mais une chose était certaine. Dans cette histoire, il n'y avait plus de place pour la tromperie. Arthur Sullivan, le médecin responsable du cas de Clara, a non seulement dissimulé la vérité, mais a trahi l'éthique médicale. Pour un gain personnel, il a transformé la douleur de ma fille en profit, supprimant une guérison miraculeuse simplement par peur de perdre sa réputation. J'appelle le conseil médical à lancer une enquête formelle sur ces agissements. Les derniers mots de Léonard tombèrent comme un coup de tonnerre. La salle devint silencieuse. Tout le monde le regardait non seulement comme un philanthrope, mais comme un homme menant un combat pour la vérité et la justice. Après la conférence de presse, la réaction du public fut vive. Les médias diffusèrent l'histoire d'Ibrahim, d'Amma et de Clara. Certains médecins commencèrent à remettre en question les méthodes de traitement conventionnelles, tandis que d'autres admiraient le courage et le dévouement d'Amma pour guérir son enfant. Ibrahim ne prêta pas beaucoup d'attention au tumulte. Il continua son travail tranquille aux côtés de Clara, l'aidant à se rapprocher chaque jour d'une guérison complète. Amma resta proche de la fille de Léonard, partageant chaque instant, chaque petit changement. La nuit tomba et le manoir était silencieux. Clara dormait paisiblement. Son visage ne ressemblait plus à celui d'une statue sans vie, mais à celui d'une enfant vraiment vivante. Et Léonard, pour la première fois depuis de nombreux mois, se sentit soulagé. « Clara » murmura-t-il en lui caressant doucement les cheveux. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais tu m'as redonné une raison de vivre. » La maisonnée Valra continua de vivre dans un espace rempli de mouvements et de nouvel espoir. Clara n'était plus immobile. Ses yeux pouvaient suivre les gens dans la pièce. Parfois, sa main tressaillait quand Ibrahim sortait le petit tambour, ou quand Amma lui massait doucement le dos. Léonard restait à ses côtés chaque fois qu'il le pouvait, bien qu'il ne puisse pas être là à chaque instant. Son travail ne pouvait tout simplement pas s'arrêter, réunions, contrats importants, tout exigeait son attention. Mais ces moments fugaces aux côtés de Clara lui donnaient l'impression que sa vie avait complètement changé. Monsieur Valra, appela une voix, interrompant une réunion vidéo. Il leva les yeux pour voir Andrew, son assistant personnel, entrer dans le bureau avec une pile de documents à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léonard. « Monsieur, les médias continuent de rapporter la guérison miraculeuse de Clara, mais certains problèmes sont apparus. » Léonard se leva et se dirigea vers le bureau, prenant les documents des mains d'Andrew. La communauté médicale commence à critiquer les méthodes de traitement de Madame Amma, continua Andrew. Ils prétendent que ces interventions n'auraient pas pu avoir un tel effet sans soutien médical conventionnel. Léonard resta silencieux un long moment, les yeux assombris par un conflit intérieur. Finalement, il parla. « Je ne laisserai pas Madame Amma être discréditée. Nous ne reculerons pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. » Andrew hocha la tête. « Je comprends. Mais le docteur Arthur Sullivan a intenté un procès contre vous pour les déclarations faites lors de la conférence de presse. »« Très bien, je m'en occuperai, » dit Léonard entre ses dents serrées. « En ce moment, Clara a besoin de moi. Laissons les procès se régler d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas des gens qui vivent dans la peur. » À l'hôpital, le docteur Arthur Sullivan ne pouvait plus supporter les critiques constantes. Chaque jour, les médias se concentraient davantage sur son cas. Plus les yeux se tournaient vers lui, plus il se sentait acculé. Les gens le considéraient maintenant comme un imposteur. Un homme qui ignorait les besoins de ses patients pour préserver sa réputation et son financement. Alors qu'Arthur sortait d'une réunion avec le conseil médical, un journaliste lui barra le chemin. « Docteur Sullivan, pouvez-vous nous donner votre avis sur le procès de Monsieur Valra suite à la conférence de presse d'hier ?» Arthur serra les poings, les yeux froids et vifs. « Tout ce que j'ai fait était pour la science. Monsieur Valra ne comprend pas. C'est un millionnaire, pas un médecin.
Je ferai tout ce que je peux pour prouver que j'avais raison. Mais au fond de lui, Arthur savait qu'il était en train de perdre. Non seulement sa carrière, mais parce qu'il avait enterré une vérité pendant bien trop longtemps. Une vérité sur une méthode de traitement qu'il avait délibérément rejetée. Le lendemain, Amma et Ibrahim continuèrent de s'occuper de Clara. La jeune fille répondait plus intensément à la musique maintenant, en particulier aux chansons ghanéennes diffusées dans sa chambre. Ibrahim restait proche de la fille de Léonard, la guidant à travers chaque petit mouvement. Un après-midi, alors que la lumière dorée du coucher de soleil filtrait à travers la fenêtre, Clara tourna lentement la tête. Ses lèvres bougèrent. « Papa, paix. »« Papa, » murmura Clara. Léonard se figea, manquant de s'effondrer. Il se précipita à son chevet, lui saisissant la main. « Clara, tu viens de m'appeler ? Tu peux vraiment parler maintenant. » Clara sourit, ses yeux scintillant de vie, même si ce n'était qu'un peu. C'était la première fois en des mois qu'elle lui répondait de cette manière. Léonard l'enlaça, incapable de retenir ses larmes. Il n'avait jamais imaginé qu'il ressentirait quelque chose comme ça, une joie simple, mais si profonde et sacrée. Alma se tenait juste devant la porte, observant la scène avec des yeux pleins de compassion. Elle savait que ce n'était pas la médecine moderne, mais l'amour et la persévérance qui avaient ramené Clara. Les méthodes qu'elle utilisait n'étaient pas des miracles. C'étaient des leçons transmises par sa mère et par les épreuves qu'elle avait surmontées au Ghana. Une semaine plus tard, Léonard convoqua une réunion importante avec le conseil médical. Il avait préparé des preuves documentées de la guérison de Clara et des méthodes thérapeutiques qu'Ama avait utilisées pour démontrer que la thérapie par le mouvement et la musique pouvait en effet avoir un effet réel. Il invita également des spécialistes de centres de rééducation à témoigner des changements que Clara avait subis. Dans la salle du conseil, les yeux étaient encore sceptiques. Mais à mesure que de nouveaux rapports étaient présentés, tout le monde commença à reconsidérer. « Je ne veux pas me disputer avec les experts », commença Léonard. « Mais je ne peux pas rester silencieux alors que ma fille a failli mourir, et que personne ne comprend vraiment pourquoi. Tout ce que je demande, c'est une chance d'essayer une approche différente. » Arthur se leva, la voix vive de défi. « Vous croyez vraiment que de telles méthodes peuvent guérir un cas aussi grave que celui de Clara ? » Léonard ne se mit pas en colère. Il répondit calmement. « Si vous voulez savoir, je vous le montrerai. Mais si vous ne le voulez pas, alors je ne vous forcerai pas. » Le lendemain, Clara fut transférée dans un nouveau centre de rééducation que Léonard avait financé. Conçu pour mélanger les environnements naturels avec des équipements modernes, le centre incorporait la thérapie par la musique, la lumière et des mouvements doux. Clara continua de récupérer jour après jour. Son corps devint plus réactif et ses réflexes revinrent d'une manière qui semblait miraculeuse. Madame Amma resta à ses côtés, guidant à la fois Clara et Ibrahim, leur offrant le confort de la maison, le sentiment d'être une famille. Léonard se tenait près de la fenêtre de la salle de rééducation, regardant au loin. Peut-être avait-il trouvé foi en quelque chose que la science seule ne pouvait expliquer. À ce moment, il ne ressentait ni peur, ni épuisement, seulement la paix. « Tu as gagné, Clara, et moi aussi. » Le printemps à New York n'arriva pas aussi vite que d'habitude. La neige avait fondu, mais l'air était encore froid. Le ciel restait gris, enveloppant la ville. Pourtant, quelque chose avait indéniablement changé à l'intérieur du domaine des Valra. Clara, la fille de Léonard, se remettait miraculeusement. Et bien que rien ne puisse encore être qualifié de stable, elle n'était plus une statue sans vie, mais une âme revenant progressivement au monde. Léonard se tenait à l'embrasure de la porte, regardant Clara s'entraîner avec Ibrahim. Le garçon n'était plus seulement un aide. Il était devenu un compagnon sur son chemin de guérison. Chaque matin, il guidait Clara à travers des exercices légers, lui massait les membres, et souvent ils écoutaient les mélodies qu'Ama chantait doucement. Léonard entra dans la pièce et vit Clara essayer de lever son bras. Ses yeux n'étaient toujours pas entièrement stables, mais la lumière en eux était revenue. Sa main tremblait alors qu'elle tendait la main vers le petit tambour qu'Ibrahim portait toujours avec lui. « Clara, » murmura Ibrahim. « Tu peux le faire. Tu as juste besoin de croire en toi. » Léonard s'approcha et s'assit à côté d'elle.
Ses yeux ne quittaient jamais sa fille, son cœur plein d'espoir, mais non sans peur. Après tout, il ne pouvait toujours pas croire pleinement que cela se passait sous ses yeux. « Clara, dit-il doucement. Tu l'as fait. Tu reviens à la vie. » Clara ne put répondre immédiatement, mais sa main bougea à nouveau, cette fois avec plus de force. Ses yeux s'écarquillèrent, se fixant sur ceux de son père. « Papa, chuchota-t-elle. » Léonard ne put se retenir. Il l'embrassa étroitement, non pas de douleur, mais parce qu'il savait que Clara se battait et gagnait pas à pas. À ce moment, il n'était pas un millionnaire, n'était pas un homme de pouvoir. Il était simplement un père regardant sa fille revenir à la vie. « Tu n'es plus seul. Je serai toujours là. » Alma se tenait à l'embrasure de la porte, les yeux remplis d'émotion. Elle savait que tout le monde n'accepterait pas ce qu'elle avait fait, mais elle s'en fichait. Ce qui importait, c'est que Clara était en vie, et c'était le plus grand cadeau qu'elle pouvait offrir. Un jour passa, puis un autre. Mais personne au domaine des Valra ne sentait plus le temps s'écouler sans signification. Clara continuait de progresser petit à petit. Ses mains bougeaient plus librement, et bien que ses jambes soient encore instables, elle pouvait maintenant faire des pas doux et prudents. De petits signes, mais des signes miraculeux. À l'hôpital, Arthur Sullivan, maintenant suspendu, ne pouvait pas rester en place. Tout autour de lui s'effondrait. Les médias ne cessaient de le critiquer. D'autres médecins avaient commencé à remettre en question sa compétence. Nuit après nuit, il ne pouvait pas dormir, hanté par la peur que ses secrets soient exposés. Un matin, Arthur reçut un appel d'un numéro inconnu. Il hésita alors que la voix parlait à travers la ligne. « Nous devons parler de Clara, de ce que vous avez fait. »« Qui est-ce » demanda froidement Arthur. « Quelqu'un qui veut vous aider. Nous pouvons tout arranger ensemble. » Il entendit un léger rire à l'autre bout de la ligne, suivi d'un silence. Arthur sentit que quelque chose n'allait pas. « Comment savoir que vous n'êtes pas quelqu'un qui essaie de me faire du mal » lança Arthur, la voix vive. « Si vous le voyez par vous-même, il sera trop tard » répondit calmement la voix. « Mais je vous suggère de me rencontrer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Le nom d'Ama, le nom d'Ibrahim, ce n'était plus seulement des chuchotements. Ils étaient devenus une menace directe pour lui et il savait que s'il n'agissait pas maintenant, il n'y aurait plus de chance. Le lendemain, au domaine des Valra, alors qu'Ama et Ibrahim aidaient Clara avec ses exercices, Léonard reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit et une voix à l'autre bout parla. « Monsieur Valra, je veux vous rencontrer au sujet de Clara. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais si vous voulez résoudre les choses rapidement, je peux vous aider. » Léonard fit une pause un instant, puis répondit. « Qui est-ce ? Je suis quelqu'un qui peut vous aider, mais je dois vous parler en personne. Nous pouvons nous rencontrer où vous vous sentez en sécurité. » Léonard se sentit méfiant, mais à ce moment-là, il ne put s'empêcher de penser aux problèmes non résolus qui hantaient encore sa famille. S'il voulait que Clara se rétablisse complètement, il devait faire face à la vérité. « Très bien, dit-il. Je vous rencontrerai. » Le lendemain, Léonard arriva dans un petit café de la ville, le lieu de rendez-vous convenu. À l'intérieur, il n'y avait personne d'autre, juste un homme d'âge moyen habillé simplement avec des yeux froids et perçants. Monsieur Valra le salua l'homme, sa voix douce mais ferme. « Je sais que vous essayez de protéger votre famille, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. » Léonard s'assit, les yeux fixés sur l'étranger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sèchement. « Quelqu'un qui peut vous aider à exposer les secrets que le docteur Sullivan cache. Et je sais aussi exactement qui a aidé à ramener Clara. » Léonard plissa les yeux. « Continuez. » L'homme sourit faiblement, puis dit lentement, « Ne laissez pas l'arrogance de la médecine moderne vous aveugler. Ce garçon, Ibrahim, n'est pas seulement quelqu'un qui vous a aidé. Il est la force vitale de Clara. » De retour au domaine, Léonard était assis seul dans son bureau, l'esprit en ébullition. La réunion l'avait laissé avec le sentiment que quelque chose de plus grand que la richesse ou le pouvoir était en jeu. Quelque chose qu'il avait négligé pendant si longtemps, la foi dans les gens, dans ce qui ne peut être expliqué par la théorie médicale. Arthur paierait. Il ne laisserait pas la vérité rester enterrée plus longtemps.
À l'hôpital de l'Université Columbia, Arthur était assis dans son bureau, relisant les rapports fabriqués qu'il avait créés au fil des ans. Chaque mot, chaque chiffre faisait partie du mensonge qu'il avait construit pour protéger sa carrière et son financement. Mais maintenant, il ne se sentait plus en sécurité. La porte du bureau s'ouvrit. Rachel, la jeune infirmière qu'il avait assistée pendant des années, entra. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Docteur Arthur, j'ai vu les rapports. Ils ont été divulgués. Le conseil médical enquête officiellement sur ce que vous avez fait. » Arthur leva les yeux, le regard froid. « Rachel, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma carrière. Pour la science. » La science, coupa Rachel, la voix ferme. La science n'est pas quelque chose derrière lequel se cacher. Ce n'est pas une excuse pour manipuler les gens. Vous avez volé l'espoir des patients, en particulier de Clara. Arthur se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors. Il savait que les choses devenaient incontrôlables. Chaque secret, chaque mensonge se dévoilait. Je ne laisserai pas un pauvre garçon et une femme immigrée détruire tout ce que j'ai construit. Ils ne méritent pas une place dans la médecine moderne. Rachel le regarda, la déception dans les yeux. Souvenez-vous de ça, docteur Arthur. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Arthur ne répondit pas. Il savait qu'il n'y avait plus personne pour le sauver. Une semaine s'écoula. Clara avait fait des progrès remarquables. Elle pouvait maintenant s'asseoir sans aide, tenir des objets et les porter à sa bouche comme n'importe quel autre enfant. Bien qu'elle ne puisse toujours pas parler clairement, ses yeux étaient brillants, et il y avait des moments où elle souriait à la vue de son père. Léonard ne pouvait contenir sa joie en voyant Clara ainsi. Bien qu'il sache qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, il pouvait clairement sentir que sa fille revenait, pas complètement, mais elle pouvait maintenant interagir à nouveau avec le monde. Un après-midi, alors qu'Ama et Ibrahim étaient assis près du lit de Clara, l'aidant avec de doux exercices moteurs, Léonard entra dans la pièce. Il vit Clara tendre la main vers le petit tambour qu'Ibrahim utilisait pendant la thérapie. « Clara » dit-il en se dirigeant vers le lit. Clara tourna la tête vers lui, ses yeux s'illuminant. Bien qu'elle ne puisse pas dire grand-chose, ses yeux disaient tout. « Papa » murmura Clara. Léonard ne put plus se retenir. Il s'assit à côté d'elle, la prenant dans ses bras, les yeux pleins de larmes. « Tu m'as appelé, Clara. Tu es revenue à la vie. » Alma se tenait juste devant la porte, observant. Elle pouvait sentir le changement non seulement chez Clara, mais chez Léonard lui-même. Elle savait qu'il y aurait d'autres défis à venir, mais avec la foi et l'amour, il pourrait tout surmonter. Au même moment, à l'hôpital, Arthur fit face à un coup inattendu. Le conseil médical avait officiellement lancé une enquête formelle sur ses pratiques frauduleuses. La presse continuait de rapporter son comportement contraire à l'éthique sur des cas qui avaient été cachés, des dossiers modifiés, tout cela pour protéger sa réputation. Arthur était assis dans son bureau, les mains tremblantes alors qu'il tenait les documents de l'enquête. Les mots de Rachel résonnaient dans son esprit. La science n'est pas quelque chose derrière lequel se cacher. Ce n'est pas une excuse pour manipuler les gens. Maintenant, tout avait été exposé. Léonard était assis dans son bureau, les yeux fixés sur le rapport d'enquête sur le docteur Arthur. Il avait demandé une réunion formelle pour réévaluer l'ensemble du dossier médical de Clara afin de publier une conclusion officielle selon laquelle la thérapie appliquée par Ama était valide et scientifiquement fondée, même si elle n'était pas traditionnelle. Finalement, il vit ce qu'il attendait, une preuve claire du succès de la thérapie sans médicaments. Alma entra, tenant un dossier. Elle le posa sur le bureau, son regard calme et stable. « Je n'ai pas besoin de preuves, mais je continuerai à faire ce que j'ai fait. Pour Clara, pour tous ceux qui ont besoin de nous. » Léonard la regarda, submergé de gratitude, et je ferai tout ce que je peux pour vous protéger. Nous combattrons cela ensemble. Dans les jours qui suivirent, Arthur ne fut plus vu à l'hôpital. Sa licence avait été révoquée, et les articles continuaient d'exposer ses méfaits. Un médecin frauduleux avait payé le prix. Mais dans l'esprit de Léonard, ce qui importait le plus, c'est que sa fille Clara était revenue à la vie. La leçon de tout cela,
La foi dans les gens et l'amour peuvent guérir des blessures que la médecine seule ne peut pas. Clara, bien que confrontée à la maladie, l'a surmontée grâce à la persévérance, à l'amour d'une mère et à l'aide de personnes bienveillantes. L'histoire a également souligné que la vérité et la justice prévaudront toujours, quelle que soit la profondeur de la tromperie ou la puissance des intérêts en jeu. Parfois, les méthodes les plus simples peuvent conduire aux miracles les plus extraordinaires. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.